Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année. Je vous souhaite tous mes vœux, santé, bonheur, réussite, etc. Et d'ailleurs, je vous recommande d'aller lire je crois que c'était un article de Tim Ferriss. Alors, je n'ai pas le lien, mais si vous regardez un petit peu dans les derniers sur son blog, vous devriez le trouver, où il dit, plutôt que de se concentrer sur des bonnes résolutions, concentrons-nous plutôt sur de faire le bilan de l'année écoulée, en prenant les 52 semaines écoulées dans son agenda, dans son calendrier, et de regarder ce qui a fonctionné, ce qui nous a fait du bien, ce qu'on n'aurait pas envie de refaire, afin de progresser en 2026, quoi. Voilà, bon bref, c'est un peu plus détaillé que ça, mais vous pouvez aller voir si vous arrivez à retrouver le lien. Alors aujourd'hui, on va parler de déclin physique, de perte de poids et de mythes sur le métabolisme. Donc ce sont les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de rentrer dans le dur, sachez que j'ai publié un cours pour le club VIP qui s'appelle la flexibilité métabolique, donc le vrai secret de la performance et comment la mesurer. C'est un cours que j'avais envie de faire parce qu'il y avait encore pas mal d'incompréhension pour beaucoup de personnes, et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont un peu le même profil que moi, c'est-à-dire qu'ils sont pères de famille, ils ont envie de s'entraîner au maximum de chez eux ou en extérieur, mais être totalement détachés des salles de sport, des box de CrossFit et tout, pour justement être le plus, le plus flexible possible, pour pouvoir s'entraîner partout et tout le temps. Et c'est un peu ce que je dis, fit à partir de la maison, ou fit for home, ou je sais pas comment je pourrais dire ça avec un titre un peu plus sympa. Mais c'est quelque chose que je vous invite à aller voir, parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup négligé cette fameuse flexibilité métabolique, surtout quand on démarre en mode muscu pur. On a souvent qu'un objectif, c'est d'être sec et musclé. Donc déjà, c'est deux objectifs différents, hein. En muscu, on les réunit en un seul, mais c'est deux objectifs très différents et qui ne demandent pas du tout les mêmes approches, surtout au niveau diététique. Et donc, j'avais besoin, moi, de me former sur le sujet. Donc, comme vous savez, quand je me forme sur un sujet, je vais pas voir le coach Insta ou YouTube ou je sais pas trop quoi. Ni les bouquins d'ailleurs, je vais directement dans la littérature scientifique, puiser, parce que déjà ça me plaît, et puis 2, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ça et ça me plaît vraiment. C'est quelque chose qui m'anime d'aller à la source et puis d'appliquer. Donc je vous ai proposé ce cours de toutes les recherches que j'ai pu faire je vous ai simplifié, hein, parce que forcément, il y a à boire et à manger là-dessus. Et j'ai simplifié au maximum pour que chacun comprenne ce qu'est la flexibilité métabolique. Et parce qu'en gros, l'objectif, en fait, c'est d'avoir une énergie plus stable sans coup de barre, puisque le manque de flexibilité métabolique, ce qui va se passer, c'est que,
entre les repas, les gens vont être épuisés. Ils vont souvent avoir des appels, de grignotage et cetera. Alors ça, c'est la partie, hors sport. Et puis, il va y avoir également, forcément des murs. Vous savez quand on court, par exemple, il y en a qui disent: «Ils ont le mur à partir de 30 minutes ou 40 minutes, voire plus», où ils sentent une grosse baisse d'énergie, puis après ça revient. On a des moyens d'éviter ce fameux mur-là. Et puis il y a également la perte de graisse qui est facilitée, pas parce qu'on va se priver ou quoi, mais parce qu'il y a une meilleure oxydation des lipides. Quand on a une bonne flexibilité métabolique, on est beaucoup plus capable d'aller chercher, les les cellules, enfin le tissu adipeux, d'aller le déloger, de le faire circuler et de le métaboliser, à des fins énergétiques, c'est-à-dire le brûler quoi, en gros. Et puis, on augmente aussi son endurance quand on a une bonne flexibilité métabolique, c'est ce que je disais avec ce fameux mur, parce qu'on vide pas le stock de glycogène en 20 minutes, qui est tout simplement, l'erreur en cardio, mais souvent ça arrive aux débutants ça, parce qu'ils ont, pour eux même un cardio, pou en fait, ils arrivent quasiment jamais à être réellement en zone 2. Les débutants, c'est très difficile parce que pour eux, ils en font jamais. Donc le simple fait de se mettre au cardio, ils sont déjà hors de la zone 2. Donc la zone 2 cardio, souvent, les débutants l'atteignent en marchant. Mais en course à pied, c'est très difficile parce que, moi, par exemple, quand j'ai démarré, la course à pied, j'ai la zone 2 était très difficile à maintenir étant donné que j'avais pas mon rythme, en fait. Bon, moi, là, je cours toutes les semaines depuis, ça fait combien? Ça fait plus d'un an maintenant, je rate pas une seule, semaine sans courir. J'ai inclus aussi du vélo, en haute intensité, plus bien sûr, toutes les séances de muscu. Là, la semaine dernière, j'étais à 7 entraînements. Cette semaine, je serai certainement à 6 puisque je fais attention quand même à garder un jour de repos parce que quand on est passionné, on a tendance à vouloir s'entraîner un petit peu tout le temps. Mais bon, bref, il y a comme ça des règles qu'on peut, qu'on peut s'appliquer et moi justement, je préfère un entraînement minimalisme et régulier plutôt que des très longues séances, sans certitude de pouvoir les maintenir au-delà de 3 4 semaines, quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai compris que pour, durer, dans cette discipline, que ça soit la forme physique, au sens large, on va dire, être musclé et pas gras, ça demande, beaucoup de flexibilité, être capable de se faire confiance sur les durées d'entraînement à partir du moment où on est intense. Par exemple, j'ai fait une séance, c'était vendredi, des split squats, ou squats bulgares, 30 secondes de split squat par minute et le reste en récupération, suivi de pompes à l'échec et d'abdominaux, sur ballon. Je peux vous garantir que le lendemain, les courbatures étaient là. Bon, c'est pas, ça vous dites ça à un mec qui fait de la muscu en salle en permanence, il a du mal en fait à comprendre parce que et j'ai été dans ce cas-là, hein. On a du mal à faire confiance à autre chose qu'aux machines, aux poulies, aux câbles, aux disques de fonte. Alors bien évidemment, j'en ai aussi à la maison, mais je suis capable de m'entraîner autrement et de me faire des courbatures, justement avec le poids de corps, enfin le split squat était pas au poids de corps, hein, j'avais quand même une paire d'haltères avec moi. Bref, je vais pas trop vous raconter ma vie. J'espère que tout va bien pour ce début d'année pour vous. On démarre avec l'épisode, hein. Alors le déclin physique, il y a une étude suédoise qui a duré 47 ans, qui identifie que 35 ans est l'âge charnière. Alors, ce sont des chercheurs de Karolinska Institute qui viennent de publier la plus longue étude longitudinale jamais réalisée sur l'évolution des capacités physiques humaines. Pendant 47 ans, ils ont suivi plusieurs centaines de femmes et d'hommes suédois âgés de 16 à 63 ans au début de l'étude. Donc, ils ont commencé à les suivre au début de l'étude, ils avaient cet âge-là. Les résultats publiés dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle révèlent que la capacité aérobie, la force musculaire et l'endurance commencent à décliner autour de 35 ans. Contrairement aux études transversales qui comparent différentes tranches d'âge à un instant T, cette recherche a suivi les mêmes individus dans le temps et l'étude démontre que les performances physiques atteignent leur pic vers 35 ans, avant d'entamer une descente progressive, mais que l'exercice pratiqué à tout âge préserve significativement les capacités physiques.
Donc les bénéfices de l'activité physique restent accessibles même lorsqu'on commence tard. Et Westerstall et son équipe soulignent que cette découverte ne doit pas décourager mais plutôt motiver. Le déclin est naturel mais pas fatal, et les personnes actives conservent des capacités bien supérieures aux sédentaires du même âge. Les chercheurs vont maintenant explorer les mécanismes biologiques expliquant ce pic à 35 ans, et cette connaissance pourrait permettre de développer des interventions ciblées pour ralentir le vieillissement physique. Donc, moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant d'en parler dans cet épisode. Pourquoi? Parce que très souvent, entre 30 et 40 ans, c'est souvent l'âge où beaucoup abandonnent. Moi, je le vois parce que je suis dans le milieu du fitness depuis des années, et donc j'ai une grosse base de données de retours. Alors, je sais pas si je peux appeler ça des abonnés, des clients, comme vous voulez, mais en tout cas, ce sont vos messages que je peux recevoir, etc. Et je vois très très souvent qu'il y a une bonne activité physique entre 20 et 30, souvent entre 20 et 25, mais globalement entre 20 et 30, il y a plutôt une bonne activité physique. Entre 30 et 40, il y a souvent un décrochage où c'est plutôt épisodique, et puis après il y a un regain à 40. En fait, ce qui se passe, alors je vais pas parler pour les femmes parce que je suis pas une femme, mais je vais parler au moins pour les hommes, c'est qu'entre 30 et 40, on se met une grosse pression sur les objectifs de vie. Quand je dis les objectifs de vie, c'est travail, réussir dans les affaires, dans la carrière, etc. Souvent, c'est aussi un désir d'être propriétaire, d'investir dans la pierre ou de faire des investissements, hein, parce qu'aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas que la pierre pour investir, on peut investir dans tout un tas d'autres choses. Donc, il y a des centres d'intérêt et il y a une ponction mentale, j'ai envie de dire, des capacités psychiques qui sont c'est occupé entre 30 et 40 ans, parce qu'il y a ce désir de réussite. Je trouve qu'il a été amplifié ces dernières années. Quand je parle autour de moi, je vois que je suis en décalage avec beaucoup de personnes. Le souhait de réussir est vraiment très très fort, et de réussir financièrement. La thune est vraiment quelque chose qui est bien au-delà de ce que je pouvais voir avant. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, hein, moi je juge pas. Moi, en tout cas, c'est pas un objectif que je peux avoir, mais il y a vraiment des gens pour qui ils veulent pas faire un travail qu'ils aiment, ils veulent faire surtout un travail qui rémunère, qui paye, quoi. Ils cherchent vraiment limite la martingale pour être riches rapidement, quoi vendre, etc. Mais ils sont vraiment dans, comment dire? Ils arrivent à se déboulonner de leur passion, quoi. Enfin, moi, c'est pas un conseil que je leur donnerais de faire abstraction de ce qu'ils aiment faire et tout. Mais bon, bref, entre 30 et 40 ans, il y a ce fameux décrochage, et pourtant on sait que c'est le moment, justement grâce à ce genre d'études, on sait que c'est le moment où il ne faut pas décrocher. S'il y a vraiment un moment où il ne faut pas décrocher, parce qu'après, bien sûr, en attaquant à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on peut très bien se remettre en forme. Mais vous savez, c'est toujours la même chose, c'est quand plus vous vous éloignez d'un état, plus c'est difficile, en fait, plus le chemin paraît long, quoi. C'est comme de vous faire, une bonne randonnée, enfin une marche, ou la randonnée, c'est pas un bon exemple parce qu'en général, quand on veut faire une randonnée, on a envie de la faire, donc mais quand on a un objectif qui est très loin, on a beaucoup plus de chances de se décourager que quand il est plutôt proche. Et entre 30 et 40, l'objectif, surtout à 35 ans, il est relativement proche puisque c'est le moment où la forme physique va décliner. Donc ça veut dire que en tendant le bras, donc c'est une image que je donne, mais globalement en se mettant à faire un peu d'exercice et en mangeant sainement, on peut quand même bien maintenir les acquis entre 20 et 30 ans, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau, arriver à 40 ans. En fait, en règle générale, la quarantaine passe, et puis c'est sur ces 41-42 ans, les gens se réveillent, allez, j'arrête de cloper, j'arrête de picoler systématiquement tous les week-ends, j'essaye de mieux manger et surtout je fais du sport. Là, on trie les personnes sur le volet parce que, comment dire? Eh ben, je sais même pas si ça se dit sur le volet. Oh bref, je dois être un peu fatigué, manque de sommeil de jeune papa, parce que comment dire? La 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 sélection est plus rude, quoi.
C'est-à-dire que là, on va vraiment sélectionner les personnes qui ont les capacités de se motiver. Il y en a beaucoup qui se laissent aller et puis, ils s'y remettent jamais, quoi. Donc il y a un ensemble de causes, je pense pas que ça soit que physiologique, c'est-à-dire que enfin, il y a une cause physiologique, mais il y a également une cause, je sais pas si on peut dire, sociologique, sociétale ou même, psychologique, hein. Entre 30 et 40, on se met une grosse pression. Je peux pas parler pour les femmes, je sais pas, parce que, les femmes, il y a une autre pression, ça va être la pression de l'horloge biologique et tout ça qui peut s'ajouter, qui peut être, d'ailleurs, je crois que je sais pas si c'est pas Jordan Peterson, et j'en entends plus parler beaucoup d'ailleurs de lui, qui disait que, aujourd'hui, les femmes ont une grosse pression aussi de réussite, sur les jobs et qu'elles reviennent en arrière. Elles abandonnent les carrières longues pour justement, passer plus de temps, avec leurs jeunes enfants. Et d'ailleurs, je pense qu'elles sont moins bêtes que nous sur ce sujet-là, parce qu'elles se rendent compte plus tôt que c'est le plus important, c'est de profiter de la vie et pas essayer de gagner sa vie absolument. Parce que finalement, l'objectif final, c'est quoi? Les gens veulent se mettre à l'abri financièrement de tout un tas de choses, sauf que la réalité, ça c'est un miroir, hein. Enfin, c'est une image déformée de la réalité. Toutes les personnes qui ont pris une retraite anticipée sont soit en dépression, vous regarderez, hein, soit ils écrivent des livres, assez virulents et cetera, et soit ils sont en dépression, soit ils ont repris une forme d'activité, rémunérée ou non, hein, mais ils ont repris quelque chose, parce que ne rien faire, la retraite anticipée, c'est la mort assurée, quoi. Donc l'exercice, c'est une bonne chose et enfin moi, mon travail, c'est vraiment de vous aider. Si c'est enfin la petite, contribution que j'ai envie d'apporter, dans cet environnement-là, moi, c'est d'être capable de faire un petit quelque chose au quotidien, un petit quelque chose qui a du sens et qui fonctionne pour avoir, ses abdos apparents, le cœur qui bat correctement, enfin, voilà, de faire un peu d'activité et surtout de manger sainement. C'est vraiment, alors ça, c'est la première base, hein, que j'apporte, mais après, c'est bien plus poussé, dans le club VIP et tout pour justement, optimiser tout ça, dans son quotidien, quoi. Donc 35 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a pas de règle, en fait. C'est juste qu'avant 35 ans, la marge d'erreur, vous avez plus le droit à l'erreur, en gros. Après 35 ans, si vous levez le pied, alors bien sûr, c'est pas à 34 ans et la veille de vos 35 ans que tout va bien et dès le lendemain que ça décline, mais que c'est une tendance qui a tendance à s'accélérer à partir de 35 et qu'on a tout intérêt. Alors moi, j'ai déjà passé la limite, hein, donc j'ai plus le droit d'arrêter et enfin je me mets volontairement cette discipline parce que justement, c'est quelque chose que j'ai envie de maintenir le plus longtemps possible et rappelez-vous, je vous parlais il y a quelque temps, la progression, on a été biberonné à la progression en muscu entre 20 et 30 ans, enfin surtout ces dernières années. Entre les années 2000 et aujourd'hui, progression, 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 ça voulait dire prendre du muscle, prendre de la force et cetera. Pour moi, la progression, ça veut pas dire que ça. Une progression, pour moi, si on évite un déclin, c'est une forme de progression. Et ça, je vous le dis depuis des années déjà, mais si la nature vous invite à décliner et que vous maintenez des acquis, vous maintenez des perfs sous une barre, vous maintenez un tour de bras, vous maintenez un tour de taille plutôt mince, vous maintenez une VO2, et ben, pour moi, c'est une progression puisque la nature vous emmène, vous tire vers le bas et vous vous maintenez à l'équilibre. La stagnation, c'est si la nature d'elle-même vous maintenez à l'équilibre et que vous-même vous vous maintenez à l'équilibre. Là, il y a un problème, puisque oui, c'est une stagnation. Une progression, c'est quand vous arrivez à empêcher un déclin. Bon, vous pouvez aussi, si vous mettez un coup de collier, aller plus fort que le déclin. Donc, c'est-à-dire, au lieu de vous maintenir, vous pouvez progresser. C'est pour ça que j'aimerais rassurer toutes les personnes qui ont 35 ans ou plus. Si vous avez envie de prendre du muscle, c'est possible. Si vous avez envie de prendre de la force, c'est possible. Mais pour celles et ceux qui ont réussi déjà à atteindre un niveau pas proche de leur maxi, parce que le maxi, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais un bon niveau de force, un bon niveau de masse musculaire, ne pas décliner, c'est déjà une forme de progression. Et ça soulage parce qu'il y a une forme de pression d'entendre que si tu stagnes, quel que soit ton âge, c'est que c'est une stagnation, quoi. Non, non, non.
puisque quand il y a l'aspirateur qui est à plein régime pour te faire régresser et que toi tu te maintiens, garantis que pour moi c'est une bonne forme de progression parce que ton niveau initial, donc ton standard sans sport, s'éloigne de plus en plus de ta condition actuelle. Donc c'est un progrès, comme un progrès un peu où la courbe, où la ligne serait inversée. En fait, il faudrait regarder un graphique pas sous le même œil. C'est une autre perspective, mais c'est quand même un progrès puisque ton état actuel se distance de l'état que tu devrais avoir si tu n'avais rien fait. Donc, c'est tout bon. Alors, le sujet suivant, c'était la perte de poids à mi-vie. Donc, il y a une étude qui alerte sur les risques inflammatoires au niveau du cerveau. C'est une étude de l'université Ben Gourion du Negev qui soulève des interrogations sur les effets de la perte de poids après 40 ans. Donc, les chercheurs ont comparé les réponses métaboliques et cérébrales de souris jeunes, adultes et d'âge moyen. Alors, c'est les souris, hein, c'est pas toi, moi. Bon, bref. Donc, elles ont été soumises à un régime induisant l'obésité, puis à une restriction calorique. Dans les deux groupes, la perte de poids a restauré un contrôle sain de la glycémie, confirmant les bénéfices métaboliques du régime, quel que soit l'âge. Cependant, une différence inattendue est apparue chez les souris d'âge moyen. Donc, les chercheurs ont observé que la perte de poids chez les souris d'âge moyen provoque une augmentation de l'inflammation dans l'hypothalamus, une région cérébrale qui régule l'appétit et le métabolisme énergétique. L'inflammation détectée au niveau moléculaire et par imagerie microscopique des cellules immunitaires du cerveau. Donc cette réponse inflammatoire persiste plusieurs semaines avant de diminuer progressivement. Donc ça va, c'est pas fatal, c'est juste au début du régime, hein. Donc c'est Alon Zemer, donc doctorant en médecine, impliqué dans l'étude, souligne que perdre du poids à la moitié de la vie, à mi-vie, donc la fameuse perte de poids à la crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, n'est pas une copie conforme de ce qui fonctionne chez les jeunes adultes. L'inflammation cérébrale prolongée ou mal régulée est associée à des problèmes de mémoire et des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Les chercheurs appellent à des études complémentaires pour comprendre pourquoi cette inflammation temporaire survient et comment maintenir les avantages métaboliques tout en protégeant le cerveau. Alors si je croise cette étude avec celle que j'ai déjà lue par le passé, les choses que l'on sait déjà sur le régime, moi si je pouvais avoir une discussion avec comment il s'appelle, Alon Zemer, j'aurais une discussion par rapport au fait qu'un régime, on le sait aujourd'hui, on stocke des choses dans le tissu adipeux. Donc dans le tissu adipeux, on va stocker souvent des déchets, des toxines, etc. D'ailleurs, une bonne image pour ça, vous savez pourquoi on dit les gros poissons, les poissons gras, etc. Mais les gros poissons, il faut faire attention aux toxiques et tout, parce que les métaux lourds, notamment, sont stockés dans le tissu adipeux. Et donc, quand vous mangez un poisson gras, vous avez de grandes chances de bouffer aussi tous les métaux lourds qu'il a avalés au cours de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des recommandations plutôt sur des petits poissons que des gros, etc. Bref. C'est un peu pareil pour l'être humain, hein. On stocke nos saloperies dans le tissu adipeux. Donc, toutes ces toxines qu'on a stockées dans le tissu adipeux, si on induit une prise de graisse, donc on va avoir un gros réservoir à toxiques. Et si on se met en restriction calorique derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va relarguer massivement tout un tas de toxines présentes dans le tissu adipeux. Et forcément, peut-être qu'un cerveau jeune est capable de métaboliser ça et de s'en débarrasser mieux. Quand on arrive à la moitié de la vie, le moteur commence un peu à tousser. Enfin voilà, faut être plus vigilant avec la mécanique interne. Et donc, ça peut créer une inflammation transitoire. C'est une hypothèse que je propose, mais c'est quelque chose, ça c'est démontré en tout cas, que de relâcher massivement des toxines dans l'organisme lors d'un régime, c'est quelque chose qui peut se passer quand on fait un régime qui libère brutalement. C'est c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont avoir des réactions sur la peau, d'autres qui vont avoir des réactions à d'autres endroits quand ils se mettent au régime. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon de faire un régime, ça veut dire qu'un régime peut avoir des effets secondaires aigus et que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le régime parce que moi, si on me demande de choisir d'être inflammé pendant une courte période parce que je relargue des toxines plutôt que de les conserver et en plus de ça, conserver un surpoids qui, je sais,
à long terme mènera aussi à l'inflammation et d'ailleurs à court terme, il est déjà inflammatoire, hein. C'est d'ailleurs, en partie pour ça que le surpoids est pas bon. C'est parce que c'est pro-inflammatoire. Alors vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas de l'inflammation aiguë, c'est de bas grade et cetera». Ouais, mais le bas grade sur le long terme, sur 10, 20, 30 ans, ça mène à diabète de type 2, des artères bouchées, enfin, vous avez compris, quoi? Et puis un cerveau qui fonctionne moins bien, donc peut-être dépression, peut-être anxiété et tout ça. Donc ça, ce sont des choses, ce sont des subtilités parce que il y a actuellement, là, je lisais un livre un peu à l'ancienne sur les régimes pour ma culture historique et sur la course à pied et tout, pour avoir cette fameuse culture historique sur ces sujets-là. Et ça a beaucoup changé entre les années 70-80 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de mesures de précaution et avant, on n'en avait pas assez. On n'a pas trouvé l'équilibre entre les deux. Et comment dire? On a encore tendance un peu à penser, pour beaucoup, hein, que de se mettre à faire du sport et à bien manger, donc à faire un régime, à se libérer du surpoids, et cetera, c'est quelque chose à partir du jour 1, ça va être que du bonheur, quoi. On va se sentir mieux jour après jour et tout ça. Alors l'effet où on se sent mieux dès le premier jour, c'est l'effet, j'ai un objectif, je donne du sens en fait à mon existence, en tout cas, dans les jours qui vont venir et j'ai envie de prendre un autre chemin, une autre direction, quoi. Et ça, c'est avéré, pas besoin de faire de régime, pas besoin de faire de sport. Trouvez-vous un truc qui donne du sens pour vous, mettez-vous à écrire un bouquin, mettez-vous à, je sais pas, à construire votre baraque, mettez-vous à faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous allez voir, au début, vous allez être plein d'endorphines, plein d'euphorie et c'est un effet qui est, lié à la nouveauté et à la direction que vous allez prendre. Vivez au hasard tous les jours, vous verrez, vous serez très rapidement déprimé si vous n'avez pas de direction, même minime. Si vous ne savez pas où vous allez déprimer. Donc cet effet positif qu'on ressent au début d'un régime, c'est pas dû à l'effet d'aller faire de la course à pied, d'aller faire de la muscu ou d'aller faire, de manger mieux. Ça, on vous ment quand on vous dit ça. C'est lié à cette fameuse nouveauté. Par contre, les bienfaits, vous allez les avoir au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, tout ça, tous ces effets. Alors après, vous vous en rendez plus compte parce que c'est votre état par défaut, mais vous vous en rendez compte quand vous parlez autour de vous à des proches et qu'ils vous disent: «Oh bah, moi, je suis pas capable de faire ci, de faire ça, j'ai pas l'énergie, j'arrive pas à me lever le matin», enfin bon, bref. Alors que pour vous, bah, c'est du domaine du normal, du quotidien et du facile. Et il faut juste remettre les choses dans le contexte. Faites attention à ceux qui vous disent: «Faire un régime, vous remettre en forme, dès le premier jour, vous avez que des avantages». Il y a pas que des avantages. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages, mais il faut prendre aussi note qu'il peut y avoir ce genre de choses-là. Et en fait, en avoir conscience, c'est pas se démotiver, bien au contraire, parce que si on s'attend à avoir certainement des effets secondaires au début d'une remise en forme ou d'une perte de poids, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si vous prenez un jour un médicament, X ou Y, parce que vous avez mal au bide et qu'un effet secondaire, c'est que ça donne un peu mal à la tête, je dis un truc au hasard, hein, et ben, vous allez pas l'arrêter parce que vous dites: «OK, ce sont des effets secondaires normaux, reconnus, pas de souci, il y a pas de risque, mais ça marche pour mon bide, un peu mal à la tête et voilà». Alors que quelqu'un qui sait pas, il va se dire: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi mal à la tête», donc bon, il va tout arrêter et ça, enfin voilà quoi, vous avez compris. Il faut juste en avoir conscience que ça peut créer ce genre de problème et que c'est lié, très certainement à ce que je viens de dire, mais ça n'est qu'une hypothèse. Enfin, la recherche, elle a montré, ce que je dis, ça l'a montré. Ce que les chercheurs expliquent là, je vous ai cité aussi, ça a été démontré. Après, est-ce qu'il y a un lien entre les 2? Moi, je le fais parce que ça me semble entendable, mais je suis pas chercheur, hein, donc il faudrait que je puisse faire cette recherche, avec des volontaires, enfin bon bref. Et c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire un pont entre la recherche et vous. D'abord la recherche et moi parce que ça me passionne et ensuite à vous parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés aussi de ce genre de sujet. Alors le dernier sujet du podcast, c'est non, votre corps ne compense pas votre séance de sport. Donc il y a des chercheurs de Virginia Tech qui ont mis fin à une idée reçue, l'exercice ne pousse pas le corps à économiser de l'énergie ailleurs. Donc la fameuse
économie par poste en fait, hein. En mesurant précisément la dépense calorique quotidienne de 75 personnes âgées de 19 à 63 ans, du sédentaire au coureur d'endurance, ils ont observé que bouger plus fait bel et bien brûler plus de calories sans que le métabolisme ralentisse sur d'autres fonctions vitales comme la respiration ou la circulation. Autrement dit, l'énergie dépensée en bougeant s'ajoute à celle du corps, elle n'est pas compensée, et les chercheurs notent aussi que les plus actifs passent nettement moins de temps assis. Et c'est sans blague. Ça, je n'avais pas besoin d'études pour m'en rendre compte. Cette étude publiée dans Proceedings of National Academy of Science confirme donc que chaque mouvement compte vraiment dans la balance énergétique quotidienne. Alors, vous savez, il y a toujours, alors ça, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup, vous savez, des gens qui se filment, en petite tête en train d'écouter un autre influenceur. Il faut une petite tête un peu sceptique et puis après ils font genre ils débunkent, mais ils débunkent que dalle parce qu'ils y connaissent pas plus. Enfin bon bref, c'est juste, pour faire du contenu, ça veut dire aujourd'hui, c'est ce qui marche, c'est le contenu. Je démystifie, je débunk ou je débat ou je clash parce que il y a tellement d'acteurs pour essayer de capter notre attention que aujourd'hui tous les contenus sont faits pour ça et le débunkage, le contenu un peu clash et tout marche mieux qu'un contenu lisse comme le mien par exemple où je parle juste comme ça de sujets qui me passionnent. Et c'est pour ça aussi que vous voyez sur Instagram et tout, systématiquement les vidéos qui fonctionnent le mieux, elles commencent toujours par quelque chose d'un peu choquant ou d'un petit peu, intriguant. Par exemple, vous allez voir, je sais pas, je vais dire une bêtise, une personne, ripée en haut de marche d'escalier et vous allez pas voir la chute, mais vous savez pas ce qu'il est devenu, vous avez envie de savoir, quoi. Et c'est un peu ça. Et une fois qu'ils ont capté votre attention, ou quelqu'un qui prend une grosse baffe, et puis après vous avez quelqu'un qui parle. En fait, le but, c'est qu'ils veulent capter votre attention pour faire passer leur message. Les marques s'y mettent. J'ai même vu les trucs publics, bref, tout le monde s'y met. C'est un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que souvent, il y a pour essayer d'aller à contre-courant, des gens qui veulent vous dire: «Ça sert à rien de faire de l'exercice et tout, parce que on a démontré qu'après vous allez compenser ailleurs». Déjà ça sert à rien de dire ça puisque c'est ultra démotivant. De dire à quelqu'un: «Ça sert à rien de faire du sport ou de bouger» parce que en fait, tu vas compenser à un autre moment. Tu vas compenser, tu vas être plus sédentaire et cetera. Alors bien sûr, il y a des études qui montrent que les sportifs trouvent une raison légitime d'aller se foutre dans le canapé parce qu'ils se sentent, comme je dis, bien plus légitimes étant donné qu'ils ont fait leur sport. On appelle ça les sportifs sédentaires. On a l'impression que c'est paradoxal, mais non, ça existe vraiment. Mais de là à dire que de bouger plus va être compensé, c'est stupide dans le sens, en fait, on voit le monde que sous la dépense calorique. Bon, déjà, c'est pas vrai, l'étude le démontre, mais c'est surtout que c'est stupide parce que de voir le monde que sous la dépense calorique, c'est ne rien comprendre et à la perte de poids, et à la santé, et à la forme physique. Puisque on parle assez, enfin, je vais dire assez souvent, mais non, assez peu, puisque moi, je le lis souvent dans les études, mais quand vous regardez sur Instagram et tout, vous en entendez jamais parler de ce qui est les exerkines, donc tout ce qui va être fabriqué par l'exercice en mouvement. Et ben ça, c'est profitable à l'organisme, à votre cerveau, à votre corps, à vos organes, etc., immédiatement. C'est-à-dire que votre corps va profiter de l'effet de l'exercice immédiatement. Et même si derrière, vous allez manger des calories et donc rééquilibrer la balance, j'en sais rien, vous aurez quand même fabriqué ces exerkines et donc vous allez en profiter. Donc c'est pour ça que ceux qui veulent résumer ça à «vous allez compenser, machin», c'est stupide. Par contre, il y a une chose qui est vraie, et là, c'est au niveau physio-psychologique. C'est que c'est plus sur la volonté. Donc ça, je vous invite à aller voir mon cours dans le club VIP sur la volonté. Vous savez qu'on a un réservoir de volonté au quotidien. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on a notre jauge de volonté qui nous est propre, qui est plus ou moins rechargée. Si on a bien dormi,
elle est plutôt bien rechargée. Si on a fait des tonnes de cauchemars et que notre sommeil a été perturbé, elle est moyennement rechargée. Si on est jeune papa, jeune maman et qu'on a eu des nuits complètement hachées, 3-4 heures de sommeil, puis réveil de 2 heures, puis 1 heure de sommeil, puis il faut aller bosser, ben là, notre jauge de volonté, elle est plutôt, on démarre plutôt en réserve. Et en fonction de cette jauge, on va devoir dans tous les cas passer la journée avec ça. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir en récupérer, sauf si on pratique de la méditation, si on arrive à faire une sieste ou si on arrive à dormir tout court, voilà. Et évidemment, mieux vaut démarrer sa journée avec une jauge de volonté forte, surtout si on est au régime, surtout si le sport n'est pas une pratique naturelle pour nous, parce que à chaque fois qu'on va passer devant un distributeur de bonbons, la jauge de volonté, en fait, elle va s'épuiser. En fait, il y en a beaucoup qui se disent: «Ma jauge de volonté s'épuise, parce que je me force à bien manger». Non, non, ta jauge de volonté, elle s'épuise. Là, on est dans la période de la galette. D'ailleurs, j'en ai mangé une avec, en famille hier, très, très bonne. Là, on est à la période de la galette. Si vous travaillez dans des bureaux en open space et tout, il va y avoir de la galette pendant 15 jours. Et donc, à chaque fois que vous allez passer devant ou que vous allez sentir, l'odeur, votre jauge de volonté va un peu être purgée. Un peu comme vous quand vous preniez une pêche dans GTA, votre jauge, hop, elle dégringole un petit peu. Et ben là, c'est la même chose. Votre jauge de volonté, elle descend. Et en fait, il faut avoir des actes pour la recharger. Alors, je vous ai donné les plus simples, mais j'en parle, hein, dans mon cours sur la volonté, pour recharger ça, quoi. Et donc, vous passez devant le distributeur, elle descend. Vous passez devant la galette, elle descend. Votre patron vous gonfle ou votre collègue vous gonfle et vous vous retenez de pas lui rentrer dans le lard, ou votre compagne ou votre compagnon, vous êtes retenu de pas rentrer dans le conflit. Votre jauge, elle prend une grosse claque. Sur la route, on vous fait une queue de poisson, vous faites la scène 10 fois dans la journée, vous purgez votre jauge. Et donc forcément, si vous avez plein de contrariétés dans la journée, 17 heures vient l'heure de l'entraînement, vous êtes à l'embranchement entre la salle de sport et la maison, et ben, si votre jauge elle est vide, eh ben, vous allez aller à la maison et sur le canapé. Donc ça, ce sont des petites choses comme ça c'est réel. La jauge de volonté, on l'a tous vu. Plus on a une journée avec des coups durs, on se dit: «Mais c'est bizarre, j'ai pas envie d'aller au sport. Pourtant, j'ai pas fait de sport, mais j'ai pas la niaque d'aller faire du sport». Parce que ta jauge de volonté a été purgée par tout un tas de choses. Et ça, il y a des moyens de la recharger. Et donc, voilà, quoi. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est le fait de bien manger qui la vide, c'est faux. C'est le fait d'éviter les tentations. Et les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on peut croire, alors évidemment, quand on se retient d'aller sur Insta, ça la brûle un petit peu. Mais le problème, c'est que Insta, non seulement ça la brûle, heu, si vous l'évitez, mais si après vous craquez, que vous y allez, le simple fait de scroller, ça la vide en permanence. Parce que, en fait, ça démoralise, vous avez envie de ressembler aux personnes que vous voyez, mais vous y arrivez pas, enfin. Et il y a tout un tas de choses comme ça, des mécanismes qui, ça vous laisse la dopamine en permanence dans l'attente de quelque chose, vous l'obtenez pas. Et enfin bon, bref, c'est tout un cercle, vicieux. Bon, je m'arrête ici pour vous rappeler juste que, je vous ai mis en lien, le comment dire? Le cours pour le club VIP sur la flexibilité métabolique pour justement, obtenir une meilleure oxydation des graisses. En gros, ça veut dire quoi? De sécher plus efficacement, hein. Parce qu'il y a des gens qui me disent: «Mais je comprends pas, je fais de la marche, je cours, je fais de la muscu, je m'enchaînement et j'arrive pas à déloger du gras, machin». Et souvent, ce sont des gens qui, par des petits réflexes qu'ils ont entendus à droite à gauche, en fait, font deux trois trucs mal et qui les maintiennent dans une inflexibilité, donc comment je pourrais dire? Une immobilité métabolique, quoi, plus qu'une flexibilité. Et donc ils sont en mode tout le temps, souvent ce sont des gens qui carburent aux glucides. Alors ils n'ont pas l'impression parce qu'ils en mangent pas beaucoup, mais leur corps, en fait, sont glucodépendants, on va dire. Alors on est tous glucodépendants, hein, mais on a des voies métaboliques pour en obtenir naturellement. Il y a beaucoup de gens qui sont glucodépendants, mais de manière exogène, c'est-à-dire, apportée par l'extérieur, par l'alimentation ou par les compléments alimentaires et tout ça. D'ailleurs, il y a des grosses modes aujourd'hui de se rendre de plus en plus apte à tolérer les glucides, et ça, c'est apporté par les trailers de très haut niveau et tout. Attention, danger. Vous n'êtes pas on n'est pas tous, c'est pas parce qu'on fait un trail, tous les dimanches qu'on est trailer.
Faut faire très attention. Il y en a qui s'envoient des grosses doses de glucides pour habituer leur système digestif et tout. Les gars, faites attention. Enfin, les gars et les nanas, faites gaffe. Le sucre, non. On est des êtres très endurants de base. Donc, historiquement, on est très endurant de base, sans maltodextrine et sans tous les glucides, les machins, les bars, les gels et tout. Donc, attention danger. Sauf si vous êtes sportif de haut niveau, vous préparez une compétition et que vous payez vos factures avec votre forme physique. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré d'en payer les factures sur la santé plus tard, hein. C'est juste ça, quoi. Voilà. Donc, allez voir mon cours sur la flexibilité métabolique pour justement devenir plus apte, à manipuler les graisses de réserve, à s'en servir, plutôt que les laisser là, se stocker. Et voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année, bonne santé. On se retrouve de l'autre côté pour ceux qui basculent pour le contenu long. Et merci de me suivre encore pour cette nouvelle année. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.